sommes en direct de Kazan, en Russie, dans le cadre du 16e sommet des BRICS, effectivement, qui se déroule. Les chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, ils sont là. Nous sommes dans la salle, du moins le bâtiment dédié aux médias, alors que de l'autre côté, le président Vladimir Poutine s'entretient avec ses différents homologues qui constituent non seulement ce groupe, mais aussi ces autres États qui veulent intégrer ce grand groupe. Pour en parler, entre autres, au niveau des enjeux, nous recevons ici Sébastien Périmoni, responsable du Bureau Afrique de Solidarité et Progrès. Merci à vous, Monsieur Périmoni. Merci de votre invitation. Alors, c'est bien parce que voilà, vous êtes responsable de ce Bureau Afrique de Solidarité et Progrès. Vous prenez part à ce rendez-vous, ce grand rendez-vous, effectivement. Il faut le dire clairement, on ne voit pas beaucoup d'États africains dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS. Clairement, d'États européens, vous voulez dire? Oui. Clairement, il y a l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS. On a vu le président congolais Denis Sassou Nguesso, mais on s'attendait au regard des enjeux aujourd'hui de voir une multitude de chefs d'État africains. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette absence? Alors d'abord, il faut voir que le développement des BRICS c'est quand même assez récent, c'est-à-dire que ça a accéléré ces dernières années, oui. Mais il y a toute une procédure d'adhésion. On a vu qu'il y a eu d'abord les BRICS tels qu'ils étaient, 5 États, ensuite il y a eu les BRICS+, à oui. partir de l'an dernier, c'est-à-dire avec d'ailleurs l'Égypte et l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui, tout à fait. Ce sont deux pays africains qui sont rentrés dans les BRICS+. Oui. Et suite à ça, il y a eu peut-être 40, 50 demandes, en effet, de nombreux pays africains. Oui. On a vu l'Algérie, on a vu d'autres qui ont demandé. Et tout ça se fait par étapes. Donc je pense que ça ne peut pas se faire... tout le monde ne peut pas rejoindre les BRICS en 2 jours. On le voit bien, il y a une charte qui doit être signée, il y a des critères à respecter. Et c'est vrai que cela prend du temps, mais on le voit qu'il y a d'autres événements dans lesquels il y a beaucoup de participation africaine. Tout à fait. Le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, où nous étions l'an dernier, par exemple. Oui. Tous les États africains étaient présents. C'est-à-dire qu'il y a... C'est intéressant parce que les BRICS sont une plateforme. Il y a l'initiative chinoise des ceintures, une ceinture, une route, des routes de la soie. Oui. Dans ce cadre-là, la Chine est quand même devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Effectivement, oui. La Russie est devenue le premier partenaire commercial dans le domaine militaire et de la sécurité en Afrique. Oui. Donc on voit bien que les BRICS, c'est vrai que c'est un petit peu le Graal, je pense, pour beaucoup, parce que quand on voit ce sommet, moi je vois dans mon pays, on me dit la Russie est isolée. Oui, c'est vrai que c'est un discours de plus en plus répandu depuis ce BRICS. On voit dans les médias occidentaux, Vladimir Poutine veut prouver qu'il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Alors que comme moi je suis ici, on a 50% de la population mondiale qui est représentée aujourd'hui. Et comme l'a dit d'ailleurs Vladimir Poutine dans une conférence récemment, les BRICS plus aujourd'hui, ça représente plus en termes de PIB, la part du PIB dans le PIB mondial, 37% contre 29% pour les pays du G7. Les pays du G7 qui étaient soi-disant le Graal auquel tout le monde voulait accéder, pays développés, pays industrialisés, pays avec le mandat de l'ONU officiel. Donc tout ça est en train de s'effriter complètement. Et aujourd'hui, on voit que ce sommet des BRICS a une importance majeure puisque 50% de la population, 37% du PIB mondial, aujourd'hui, c'est là où se discute l'avenir du monde. Et c'est normal que de nombreux pays africains veulent rejoindre cette dynamique des BRICS. Moi, je pense que ça se fera. Progressivement, parce que l'approche évidemment des BRICS à la base, c'était d'avoir un pays sur chaque continent. L'Amérique latine c'était le Brésil, l'Afrique du Sud pour l'Afrique, l'Inde, la Chine et la Russie bien entendu. Petit à petit ça s'ouvre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis, l'Iran. Donc tout ça est une démarche qui va progressive, mais qui va très vite. Et c'est ça qui est très intéressant et on peut comprendre l'impatience de tout le monde. Même mon président, M. Macron, voulait aller au sommet des BRICS à Johannesburg l'an dernier parce que c'était un sommet important. Tout à fait, M. Macron, qui effectivement, vous faites bien de le rappeler. Et d'ailleurs, à côté de cela, parallèlement, le président Poutine n'a pas pu se rendre lors du sommet des BRICS. Ça nous permet d'aborder l'autre aspect également, puisqu'on parlait d'isolement, entre guillemets, comme c'est répandu, en mettant en avant ce mandat d'arrêt international de la Cour pénale contre le président Vladimir Poutine, mais on voit ces différents chefs d'État qui font le déplacement pour venir assister à ce sommet des BRICS. Le message qu'ils envoient, c'est lequel? Le message est clair, c'est qu'aujourd'hui c'est l'Occident qui est isolé.
C'est le message en fait qui transparaît à travers ce sommet. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pression. On l'a vu, l'Arabie Saoudite a subi des pressions pour ne pas rejoindre les BRICS. Il y a beaucoup de pays qui subissent des pressions pour ne pas rejoindre. Donc ce qu'on voit, c'est que justement l'Occident est isolé aujourd'hui. Le système financier occidental est en faillite. L'ancien vice-président de la Banque de développement des BRICS, la nouvelle banque de développement, l'a dit, le système dollar est terminé. Il faut dédollariser l'économie mondiale, il faut un nouveau système de paiement international pour remplacer SWIFT, il faut que les pays puissent payer dans leur monnaie nationale. Et donc voilà ce qui ressort de ce sommet, c'est que finalement on parle maintenant, ici on parle de majorité globale, et donc ça veut dire qu'il y a une minorité, et la minorité c'est l'Occident. Si on prend mon pays, 3 000 milliards de dettes, 150 milliards de déficits commerciaux, des infrastructures qui tombent à l'eau, voilà, donc on est aujourd'hui des pays qui s'effondrent. Et à l'image du G7 à l'image du G7, tout à fait, oui. Et donc voilà, le système dollar est en faillite. Et donc aujourd'hui, les pays du Sud global, comme on dit, ou de la majorité mondiale, ont tout intérêt à rejoindre les BRICS. Alors, ces pays ont tout intérêt à rejoindre les BRICS. Certainement, il y a beaucoup, effectivement, d'attentes à l'issue de ce sommet. Il y a des pays qui sont annoncés, effectivement, vous l'avez dit, qui frappent à la porte des BRICS. Mais on parle beaucoup de la Turquie. Oui. Un pays tel que la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, quel est l'enjeu d'une possible intégration de la Turquie dans les BRICS? Alors, je crois que ça peut être compliqué d'un point de vue de son appartenance à l'OTAN. Par contre, d'un point de vue des BRICS, ce serait très intéressant, justement parce que ce qu'on voit progressivement se produire, et c'est très intéressant par exemple entre la Chine et l'Inde. On sait que l'Occident a toujours essayé de diviser la Chine et l'Inde, a toujours même essayé de diviser la Chine et la Russie, en les opposant. Et aujourd'hui, avant le début de ce sommet, la Chine et l'Inde ont annoncé qu'ils avaient réglé en partie le problème de la frontière qui durait depuis des années. Donc la Turquie en effet est dans l'OTAN, c'est une des plus grandes armées de l'OTAN d'ailleurs. Si elle rejoint les BRICS, ça va à nouveau créer un pont, pas de friction. Moi je pense que les BRICS voient ça comme un pont, comme ils ont vu un pont entre l'Inde et la Chine. C'est vu comme un pont justement parce que, comme ça a été dit par Vladimir Poutine ou encore Xi Jinping ce matin, les BRICS ne se construisent contre personne, mais ils veulent se construire avec tout le monde. Donc incluant même les pays européens. On avait vu l'Italie rejoindre l'initiative des Chinois sur la route de la soie. La soie, oui, tout à fait. Voilà, donc je pense que les BRICS, ils sont, comme ils le disent, inclusifs. Ils veulent inclure et intégrer un membre de l'OTAN. Je pense que ce serait assez ironique et par rapport à l'Occident qui là serait encore plus fâché parce que même les membres de l'OTAN partent chez les BRICS, donc ce serait quand même assez rigolo, je pense. Alors, puisqu'on est en train de sortir, qu'est-ce qu'on pourrait espérer aujourd'hui au sortir de ce sommet, il faut le dire quand même, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, il y a beaucoup d'attentes au regard des enjeux. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer au sortir de ce sommet, non seulement pour les États africains, mais pour ce bloc aujourd'hui qui se construit? Je pense qu'il faut déjà espérer que le monde ne plonge pas dans une troisième guerre mondiale. Pourquoi? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est une possibilité parce que l'émergence des BRICS n'est pas du tout acceptée, non pas par l'Occident de manière générale, mais par les élites occidentales. On le voit avec la guerre en Ukraine, qui a été une guerre pour déstabiliser la Russie. On voit ce qui se passe en Israël-Palestine. D'ailleurs, tous les chefs d'État qui ont parlé ce matin l'ont dit, la priorité, c'est la paix. Résoudre le conflit israélo-palestinien, qui aujourd'hui va s'étendre au Liban, peut-être demain à l'Iran. Oui. À partir de là, on aura une escalade vers un conflit mondialisé. Si l'Occident et l'OTAN autorisent l'Ukraine à frapper avec des missiles de longue portée sur le territoire russe, on aura une escalade vers une troisième guerre mondiale. Donc il y a ce danger aujourd'hui qui est présent et que quand on entend les dirigeants ici, je peux vous dire qu'ils en sont tout à fait conscients et c'est pour ça qu'ils ont clairement insisté sur toutes les initiatives de paix qui ont été lancées entre la Chine et Lula, par exemple du Brésil, l'initiative de paix. Pour la question ukrainienne, une initiative de paix pour la question palestinienne. Le président de l'autorité palestinienne est également présent au sommet des BRICS. C'est aussi un message qui est très important. Mais ça veut également dire qu'on a pris parti clairement. On a pris parti, bien sûr, évidemment. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est ça ce qu'on doit attendre de ce sommet, c'est que les BRICS deviennent une force qui représente suffisamment d'États dans le monde et de poids dans le monde pour pouvoir imposer des cessez-le-feu là où certains essayent d'enclencher
l'escalade vers une troisième guerre mondiale. C'est ça pour moi la chose la plus importante qui doit sortir de ce sommet. Merci à vous Sébastien Périmoni. On espère en tout cas que le sommet se portera bien, en tout cas pour vous, que cela va bien se dérouler. Voilà, et pour le monde en tout cas. C'est l'essentiel. On reste certainement, on attend les conclusions de ce sommet en espérant effectivement qu'elles seront favorables aux attentes des différentes populations. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. C'est bon, allez. Alors, oui, c'est bon. Parfait. Donc, merci. Merci à vous. Quand que là, tu vas faire... Toi, tu veux essayer ou pas? You want to try? Notre... Oh, yes. Je laisse le micro au docteur. Merci beaucoup. J'espère qu'il va soigner le monde. Merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure, merci. Bon. Nous allons poursuivre notre échange, bien sûr, avec les différents participants ici dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS, on le rappelle, qui se déroule du côté de Kazan, en République, du moins en Fédération de Russie. C'est bien sûr la seconde journée, une journée assez cruciale. Il y a eu depuis le matin effectivement des discussions vraiment à huis clos entre les différents chefs d'État et de gouvernement autour du président russe Vladimir Poutine. Et bien pour poursuivre dans cette lancée, dans notre discussion sans langue de bois, on reçoit le docteur Eboutou, universitaire, chercheur. Merci et bonjour une fois de plus, docteur. Bonjour madame, merci de me convier sur ce plateau, c'est toujours un plaisir. Alors, avec vous, hein, on échange dans un ton assez décomplexé, docteur Eboutou, pour parler, on poursuit la discussion autour justement des enjeux en ce qui concerne les BRICS. On a écouté tout à l'heure les différents dirigeants pour peut-être parler, parce qu'on rappelle que ça faisait partie des thèmes, parler des crises qui se déroule aujourd'hui. On voit le conflit israélo-palestinien, le Liban également qui est impliqué, entre autres. La position, est-ce qu'aujourd'hui les BRICS peuvent constituer cette force qui peut peser justement dans le cadre de ces différents, du moins pour mettre un terme à ce type, à cette situation sécuritaire? Bien entendu, madame. Je crois d'ailleurs que c'est cela qui explique toute la crainte que l'on voit aujourd'hui au niveau de l'espace occidental qui regarde et interroge avec une certaine attention. Il y a même comme une certaine frénésie toutes les activités qui se passent ici à Kazan. Et cela peut s'expliquer pour des raisons de principe. Oui. Il faut peut-être rappeler qu'aujourd'hui, cela intervient dans un contexte géopolitique assez particulier. D'abord, la Russie est en train d'effectuer une percée militaire assez importante au niveau de l'Ukraine. Et oui, c'est un message plutôt symbolique fort auprès des autres puissances occidentales qui, en réalité, s'impliquent aujourd'hui dans la crise russo-ukrainienne simplement parce qu'ils ne voudraient pas que la probable victoire de la Russie en Ukraine fasse tache d'huile auprès des autres pays occidentaux et même d'autres pays hors Occident. Et c'est en cela que vous voyez toutes les pressions que des pays comme les États-Unis, la France exercent aujourd'hui et tous les appuis qu'ils apportent aujourd'hui à l'Ukraine. Donc il y a là un ordre symbolique et un ordre de principe à ce niveau. Et à côté, il y a que quand on évoque la question du multilatéralisme, oui, c'est une question éminemment importante. En ceci que n'oublions pas que nous sortons quand même d'une unipolarisation du monde qui a vu la prééminence américaine pendant de longues années. Et cette prééminence américaine a ses tentacules à tous les niveaux. Un exemple pour
mieux expliciter ma pensée auprès de vos téléspectateurs, c'est celui du système financier aujourd'hui qui continue d'être dirigé, diligenté de main de maître par les États-Unis à travers le dollar et à travers le système SWIFT. Et vous voyez que les initiatives qui sont portées par les BRICS aujourd'hui s'opposent en alternative. Sur le cas du système financier, il vous a semblé que vous avez bien écouté qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui vont dans le sens de contourner le système SWIFT pour effectivement rappeler à cet ordre occidental que nous pouvons faire sans vous. Et c'est là le danger, c'est là toute la peur et la crainte qui habite l'ordre occidental, qui n'a jamais imaginé qu'il y aurait une alternative organisationnelle au plan géopolitique qui pourrait s'imposer et faire sans eux. Une alternative qui pourrait justement s'imposer, faire sans eux. On rappelle à nos téléspectateurs effectivement qu'il s'agit de sortir de cette dépendance effectivement du dollar. Lorsqu'on voit par exemple du côté des États de l'Afrique subsaharienne, on rappelle le docteur Eboutou justement pour ces États aujourd'hui qui ont pour projet effectivement d'intégrer, qui souhaitent intégrer les BRICS, entre autres les pays qui utilisent par exemple le franc CFA. On rappelle que ça constitue justement un frein à une intégration dans un groupe tel que les BRICS parce qu'il faut une certaine indépendance monétaire. Bien entendu, la question de la finance ou alors du système financier et s'entend partant de la dimension économique est très importante. N'oublions pas que c'est l'économie qui gouverne le monde et j'aime bien rappeler cette définition en parlant du continent africain et de sa volonté de sortir du néocolonialisme, de la définition que Kwame Nkrumah donne du néocolonialisme et qui répond à votre question. C'est Kwame Nkrumah qui nous apprend que le néocolonialisme, l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui y est assujetti est théoriquement indépendant. Et que cet État-là peut posséder tous les attributs d'une souveraineté et pourtant son économie et par conséquent sa politique sont manipulées de l'extérieur. Donc, du point de vue de Kwame Nkrumah, qui est l'un des pères du panafricanisme, c'est que si il n'y a pas de mécanisme de souveraineté économique, on ne peut donc pas prétendre à une souveraineté politique. Donc il y a donc un rapport extrêmement lié, un rapport étroit entre l'économie et le politique. Et de ce point de vue, il me semble que les BRICS aujourd'hui, et vous voyez, on rejoint votre première question, viennent donc se poser en véritable alternative. Il y a donc là un moyen, une excellente opportunité pour les États africains de parachever leur indépendance. Parce que si l'on continue de penser que les États africains sont dépendants, sont sous le joug du néocolonialisme, c'est justement parce que aujourd'hui, nous sommes encore embrigadés par des instruments néocoloniaux qui sont financiers. Vous parlez du franc CFA, mais madame, le nom originel du franc CFA, c'est bien franc des colonies françaises d'Afrique. Rien que l'appellation, bien qu'on a changé aujourd'hui, pas de communauté financière, mais le nom originel, c'est bien franc des colonies françaises. Donc il s'agit bien, dans la conception imagée, que nous restons encore des colonies pour un pays comme la France. La France elle-même qui a hérité cette monnaie, parce que le franc est une monnaie nazie, qui a hérité cette monnaie-là de l'Allemagne après la domination, cette France-là nous impose aujourd'hui ce que l'Allemagne lui a fait. Comment nous pouvons continuer à rester comment nous pouvons continuer à utiliser une monnaie nazie alors que ceux qui étaient censés continuer à utiliser, ceux qui avaient été choisis pour appliquer cette monnaie-là en sont sortis. Même la France n'utilise plus le franc CFA aujourd'hui, ils en sont à l'euro. Bien sûr. Et ils en sont à l'euro. Mais nous continuons. Donc rien que le simple fait de rester dans cette legs coloniale-là, nous sommes là dans la pérennisation d'une néocolonisation qui ne dit pas son nom. Donc on ne peut donc pas parler au quotidien d'être des États libres et indépendants alors qu'il y a encore des instruments visibles qui nous entachent, qui nous maintiennent dans la servitude, je parlerais même d'une servitude volontaire. Donc, et des initiatives comme les BRICS aujourd'hui, de mon point de vue, sont essentielles parce qu'ils proposent un cadre qui est à la fois structurel, mais également opérationnel. C'est ce qu'il ne s'agit pas simplement de 20 discours. On vous dit que oui, pendant longtemps, pour faire des prêts, on vous met de l'argent à des taux usuriers qui, au final, vous maintiennent dans la misère depuis plus de 60 ans. Je veux parler là du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et on vous dit qu'aujourd'hui, à côté, cette organisation géopolitique a mis sur pied une organisation comme la Nouvelle Banque de développement qui propose des conditionnalités plus que incitantes.
pour justement implémenter un certain nombre de projets que vous avez. Parce que le problème que nous avons souvent eu en Afrique, c'est que nous avons des potentialités naturelles qui sont là. Nous avons un sous-sol extrêmement riche. Nous avons un capital humain qui est là avec une population de à 60-70% jeunes. Un marché financier de près d'1,4 milliard d'habitants qui est là disponible. Mais qu'est-ce qu'on en fait, madame? Qu'est-ce qu'on en fait pour construire une véritable puissance? Et c'est en cela que les BRICS sont une opportunité, un excellent tremplin. C'est pour cela que chaque fois que je parle de cette relation BRICS-Afrique, je vois à la fois une opportunité, mais je vois également un défi. Un défi. Et c'est le défi qui doit être relevé par les États africains aujourd'hui. Avant de vous peut-être libérer, revenons sur une déclaration du président russe Vladimir Poutine. Il le dit, les crises des dernières années, non, le président, pardon, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, les crises des dernières années ont démontré que l'ordre mondial actuel est incapable de faire face aux conflits. Oui, vous pouvez reprendre la citation qui est les crises, oui. Les crises des dernières années ont démontré que l'ordre mondial actuel est incapable de faire face aux conflits. C'est la vérité, c'est lié. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'effectivement, c'est l'ordre mondial actuel tel que régi, tel que mené par un certain nombre de puissances occidentales qui provoque toutes ces crises. Parce que dans le fond, tout ce qui se mêle là, c'est la contestation d'un ordre hégémonique fondamentalement inégalitaire et injuste. Voyez-vous, quand on parle de multilatéralisme inclusif, voyez-vous, les aspects ou les principes qui ressortent du multilatéralisme inclusif, c'est les aspects de solidarité, d'entraide, de solidarité, de respect mutuel. Mais la question c'est, est-ce que l'Occident, dans son rapport avec l'Afrique, a une fois imaginé qu'il pouvait traiter d'égal à égal avec l'Afrique? Et que jamais. Ça a toujours été un rapport violent, un rapport de subordination, un rapport paternaliste, un rapport néocolonialiste. Et c'est en cela que d'autres organisations, comme les BRICS aujourd'hui, se proposent de corriger en faisant exactement le contraire de ce que ces organisations ont fait jusqu'ici. Donc, les BRICS sont une réelle alternative pour corriger justement cette injustice, cette frustration que voilà, l'ordre occidental hégémonique et impérialiste nous a imposé jusque-là. Merci à vous, Dr Eboutou. On rappelle que vous êtes universitaire chercheur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors, les BRICS se poursuivent. Nous sommes toujours dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS du côté de Kazan, en Fédération de Russie. Plusieurs décisions, bien sûr, sont en train d'être prises. Des décisions qui vont être actées certainement dans la déclaration finale. On rappelle, ces informations nous parviennent petit à petit. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour lui, dans sa déclaration, il a dit « Nous devons transformer les BRICS en un outil plus efficace pour parvenir à la paix globale et progresser à tous les niveaux ». Voilà autant de déclarations, bien sûr, cette fois-ci de la part du président Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain, on va essayer aussi de commenter effectivement ces déclarations de ces dirigeants aujourd'hui qui s'intéressent aux BRICS. On rappelle que l'Afrique du Sud est un pays membre des BRICS et qui en bénéficient d'ailleurs. Il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés par cette organisation dans ce pays d'Afrique. Notre prochain invité, qui est d'ailleurs déjà installé toujours dans le cadre de cette discussion, honorable Kakbara, qui nous vient du Togo. Vous participez également à ce forum des BRICS. Merci d'être là. Bonjour. C'est un plaisir. Alors, je ne sais pas si on doit dire, le Togo participe, mais en tout cas, vous êtes un homme politique, c'est important de le dire, d'où l'intérêt. Déjà, peut-être pour commencer, en tant qu'homme politique, vous participez à ce sommet, certainement une façon de dire que l'Afrique devrait, ou alors l'Afrique a un intérêt, peut-être à intégrer un groupe tel que les BRICS. Oui, il faut dire que les BRICS nous donnent une opportunité de redéfinir un nouvel ordre mondial basé sur le respect mutuel, basé sur une meilleure collaboration, une collaboration basée sur des valeurs. Parce que ce que nous avons hérité comme système
après la Seconde Guerre mondiale. C'est un système qui a été mis en place et qui considère l'Afrique comme un continent où il faut venir juste prendre les matières premières. Donc il faut rééquilibrer. Et les BRICS, l'audace des BRICS permet, ce n'est pas forcément une révolte ou bien une révolution d'être dominé contre les dominants, mais c'est une alternative qui permettra de pouvoir corriger les tares que nous avons hérités de la Seconde Guerre mondiale. Donc aller plus dans le respect, dans la collaboration, le respect mutuel, et dans le commerce avec un échange mutuel, un bénéfice mutuel entre deux nations, entre deux peuples, entre deux continents, entre, disons, les peuples de ce monde. Alors effectivement, on sait bien de le rappeler en ce qui concerne la création, l'objectif même dès la création des BRICS, parce qu'il faut rappeler, on dénonce souvent ce discours occidental, les BRICS n'ont pas été créés pour faire la guerre justement à cet autre bloc. Vous l'avez dit, c'est une alternative, même si c'est un discours qui continue en tout cas aujourd'hui d'être relayé. On en parlait tout à l'heure avec M. Périmoni, partout on parle de l'isolement du président Poutine. On rappelle qu'il fait l'objet de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et à travers les BRICS, selon les médias occidentaux, M. Poutine veut simplement démontrer qu'il n'est pas isolé. Quel est votre regard lorsque vous voyez ces délégations qui sont arrivées ici, nombreuses, et ces chefs d'État qui prennent part à ce forum? Non, je pense qu'il faut simplement regarder parce qu'il y a aussi un événement qui se passe à New York, notamment les ministres des Finances qui se rencontrent dans le cadre du FMI. Il faut voir, je pense que l'attraction, c'est la Russie, ce n'est pas New York. Je pense que ceux qui sont là-bas cherchent à savoir ce qui se passe ici. Donc, vous-même, à travers cette petite comparaison, essayez de voir les médias même occidentaux. L'attraction, c'est les BRICS. Ce n'est pas une réunion à New York. Donc, quoi qu'on dise, ça, c'est un fait. Donc, ce n'est pas une question... Moi, je pense même que cette histoire d'embargo, d'isoler des pays, c'est aussi bon pour nos pays parce que ça permet une prise en charge de nos pays. Une certaine résilience. Une certaine résilience. L'embargo a permis à la Russie de pouvoir, par exemple, s'industrialiser. Il y a un certain nombre d'équipements qui manquaient en Russie. Avec la collaboration de l'Inde et de la Chine, ils ont réussi en 2 ans à fabriquer ces composants. Donc, qu'est-ce que les Européens ont fait à travers l'embargo? C'est enrichir la Russie. Parce que les Russes, il y a un segment de leur économie nationale qui leur échappait. Avec la collaboration des Occidentaux, ils ont repris en main le segment de cette économie. Donc, l'économie de la mini-industrialisation qu'il fallait. Donc, l'embargo, ce n'est pas si mauvais si vous savez l'utiliser, si vous avez un président qui est visionnaire. Donc, dire que la Russie est isolée, nous, ce que nous avons vu depuis que nous sommes arrivés, la Russie n'est pas du tout isolée. Donc, ça, c'est la conception paternaliste d'un certain nombre de pays et qui voit la relation en termes de domination. Et c'est ce que nous dénonçons, parce qu'une relation ne peut pas être basée sur la domination. Ça doit être le respect mutuel. Pourquoi est-ce que la Russie sera isolée si les États-Unis n'ont pas été isolés après avoir envahi l'Irak avec de fausses accusations? Donc, je pense que c'est le 2 poids 2 mesures que nous dénonçons à travers notre discours. Et je pense que nous sommes d'une certaine génération et nous ne sommes plus intéressés par une certaine manipulation de l'opinion. À chaque fois que les Occidentaux ou un pays dominant dit que c'est noir, il faut que tout le monde suive. Donc je pense que nous avons dépassé cette ère-là. Nous voulons une ère beaucoup plus équilibrée où nous pourrons baser la relation sur le respect mutuel, sur les échanges. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire du business avec la nouvelle banque, par exemple, des BRICS, avec le système de paiement international qui permettra de pouvoir s'affranchir du dollar, même si l'hégémonie du dollar n'est pas contestable. Il nous faut des moyens alternatifs pour ne pas subir le diktat d'un certain nombre de pays. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Et vous avez vu à travers les délégations que la Russie, l'attraction, c'est non seulement la Russie, mais c'est les BRICS et c'est une très bonne chose pour notre monde. Ce sommet des BRICS qui intervient également quelques temps après ces autres forums qui se sont déroulés dernièrement. C'était la francophonie du côté de la France. Il y a eu ces autres événements aussi. On a vu quand même des délégations africaines, des chefs d'État africains qui ont fait quand même le déplacement. De ce côté-là,
l'on ne saurait nier quand même qu'il y a comme un équilibre des forces. Est-ce que vous parlerez aujourd'hui d'équilibre des forces ou alors vous pensez qu'aujourd'hui, le bloc justement de... Le bloc ouest? Oui. Le bloc ouest, je pense qu'il y a un désamour. Le désamour, je pense que, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un manque de respect. Un manque de respect de nos leaders, un manque de respect par rapport à notre continent, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons plus accepter. Vous allez voir que le sommet de la francophonie, il y a eu moins de chefs d'État. Il y a plus de chefs d'État quand c'est le Japon, quand c'est la Chine, quand même c'est la Turquie, que la France. C'est un fait, personne ne peut le nier, il suffit de voir les images. Je pense que nous sommes des gens assez responsables, nous ne sommes plus mineurs. Nous avons eu notre majorité. La majorité a été acquise depuis 60 ans, même si certains continuent. Majorité, même si on parle de majorité factice, c'est voilà, discutable. Voilà. Donc, nous pensons que nous ne sommes plus des mineurs, nous sommes des majeurs et nous sommes libres de choisir nos partenaires. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes libres de choisir nos partenaires et personne ne peut nous imposer des partenaires parce que nous ne leur imposons pas des partenaires. Donc, si la Russie fait notre affaire en matière de sécurité, nous irons chercher la Russie. Si les États-Unis font notre affaire en matière d'éducation, nous irons chercher les États-Unis. Si la Turquie fait notre affaire en matière d'agriculture, nous irons chercher la Turquie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit, en tout cas, vous réclamez ce respect, ce partenariat équilibré, équitable. La non-ingérence dans nos affaires. La non-ingérence, ça, nous ne pouvons plus supporter l'ingérence dans nos affaires internes. La non-ingérence, le respect mutuel, nous sommes des peuples, nous sommes des nations, nous sommes des États et notre alliance doit être basée sur le respect mutuel. Et comme nous le disons, nous allons chercher nos partenaires où ils sont. Où ils sont dans tout le monde entier, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Australie, qu'ils soient en Europe, sans que nous puissions nous justifier parce que ça fait partie aussi de notre survie. Voilà, merci beaucoup Honorable Karbara, merci infiniment pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Parce que vous êtes un homme politique du côté du Togo, vous prenez part effectivement à ce 16e sommet justement des BRICS du côté de Kazan. Merci infiniment. Alors nous, notre discussion, notre échange va se poursuivre. Nous allons accueillir notre invité ici, toujours dans ce temps, vous l'avez compris, assez relax. On va parler, on va aborder d'autres thèmes. On prend les impressions effectivement des uns et des autres participants dans le cadre de ce forum, tout en rappelant que les discussions se poursuivent à huis clos. Eh bien, autre information, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui est bien sûr arrivé à Kazan. Lui également, il est là pour prendre part. On rappelle que la Turquie aussi frappe à la porte des BRICS. Et bien certainement, à la fin de ce forum, on nous dira si ou non la Turquie va intégrer les BRICS. De toutes les façons, on en parlera certainement. Mais je reçois d'abord le prochain invité qui est déjà à mes côtés, un autre honorable, c'est un autre homme politique, cette fois-ci de la Guinée, de Sékou Touré. Merci à vous, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Honorable Kourouma, donc vous êtes également invité, vous prenez part aussi à ce forum, le sommet des BRICS, le 16e, il faut également le rappeler. Je vais le dire aussi comme ça, la Guinée également représentée. Pourquoi un tel événement pourrait vous intéresser en tant qu'homme politique, avec tout ce bagage politique, effectivement cette expérience politique que vous avez dans votre pays aujourd'hui, le regard que vous portez sur un sommet tel que les BRICS? À ma qualité panafricanisme, je me dis que tous les pays africains doivent aller à la recherche d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui. Et doit se défaire de ses anciens maîtres, doit avoir sa liberté d'entreprendre des accords de partenariat avec qui il veut. Oui. À partir du moment où le BRICS est composé de grands pays émergents, je crois que c'est normal que les Africains, les Guinéens, les Panafricains soient sur place pour vraiment parler de
BRICS est pour tisser des relations. Des relations, oui. Dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Alors, tisser des relations dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, qu'est-ce qui, selon vous, garantit effectivement ce que vous appelez ce partenariat équitable aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous justifier le fait qu'on a l'impression qu'on fait plus confiance aujourd'hui à ce bloc des BRICS? Oui, parce que nous avons compris avec des Occidentaux, certes, ce sont nos partenaires stratégiques, oui, mais ils n'ont jamais réussi à nous apporter des aides qui nous ont aidés de façon définitive. Les dettes que nous contractons avec les Occidentaux, je vais parler des institutions classiques, oui, ne nous a jamais aidé à nous développer. À nous développer, oui. Donc, à partir du moment où le BRICS même est en train de créer une nouvelle banque pour le développement, tout à fait. On se dit ici que ça peut être une opportunité pour mon pays et pour les Africains de souscrire à des projets de développement, à savoir dans le domaine de l'électricité. Tous les pays africains aujourd'hui ont un besoin d'électricité. Des projets de santé, des projets de l'éducation et des projets des infrastructures routières. Et généralement, on contacte des dettes avec le FMI, la Banque mondiale, à des taux très élevés. Donc nous sommes en train de voir si, avec d'autres partenaires, ils peuvent être la porte d'entrée pour l'Afrique dans le cadre du développement. Je crois que c'est ça notre combat aujourd'hui, que chaque pays africain soit autonome et qui ait la liberté de signer l'accord avec qui il veut, voilà, sans contrainte, qu'il sans pression. ne soit pas contraint par quelqu'un qui nous dit tel doit être forcément ton partenaire dans tel domaine ou dans tel domaine. Voilà un peu notre combat aujourd'hui en tant que panafricain. Oui, oui, ce combat en tant que panafricain aujourd'hui avec bien sûr un pays comme la Guinée. C'est vrai que les événements aujourd'hui, on va peut-être rentrer dans cette politique interne bien sûr de la Guinée. Est-ce que vous pensez qu'un pays tel que la Guinée, au regard des derniers événements, peut ou alors doit s'intéresser à un groupe tel que les BRICS? Oui, je crois que la Guinée est un pays indépendant. Je sais que nos chefs de l'État ne doivent pas se faire influencer par n'importe qui ou par n'importe quelle puissance pour leur dire avec qui il faut coopérer ou pas. Donc tous les pays doivent s'intéresser partout où se trouve son intérêt, partout où son développement peut venir. Ce n'est pas seulement la Guinée. Donc je crois que nos chefs d'État sont assez informés, que nous ne devons pas vraiment être esclaves de quelqu'un, nous ne devons pas suivre l'ordre de qui que ce soit. De qui que ce soit, oui. Ce qui concerne notre développement. Un père de famille, lorsque ta famille a faim, tu cherches à manger ou vraiment tu as la facilité de trouver à manger. Oui. Mais tu ne leur donnes pas à moitié à manger, la moitié de la journée aussi est vide. Donc si tu dois trouver à manger, trouve définitivement à manger. Nous avons besoin de nous développer dans le domaine de l'électricité. Si c'est les BRICS qui peuvent nous donner l'électricité à 100%, vous la pensez, coopération avec les BRICS peut nous donner l'électricité à 100%. Pourquoi ne pas s'orienter au niveau des BRICS pour le développement dans le cadre de l'énergie, la santé, l'éducation et des autres infrastructures? Donc, vous pensez en tout cas que les BRICS peuvent constituer cette force. Mais maintenant, peut-être pour terminer avec vous, quelles sont vos attentes au sorti d'une telle rencontre? Vous participez à ce forum, il y a des délégations africaines. Au sorti d'une telle rencontre, à quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Que les paroles soient liées à l'acte ou l'acte soit lié à la parole. Oui. Tout ce qu'ils vont faire comme promesse soit vraiment exécuté dans le plus bref délai. Que la banque, la nouvelle banque qui a été créée, ceux qui ont promis d'allouer les fonds, que les fonds soient alloués avec la facilité de crédit pour des pays africains dans le cadre de développement et aider les entrepreneurs africains. Mais est-ce que ça ne va pas maintenir l'Afrique dans un certain paternalisme? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'on ne devrait pas encourager les États africains aussi à investir, à coopérer aussi dans ce sens? Oui, vous savez, pour se faire aussi peut-être respecter. L'Afrique a plusieurs plans, en ma qualité économiste, a plusieurs plans de coopérer dans un tel mouvement ou groupement d'intérêt économique. D'accord. Nous avons nos ressources.
par exemple. Bien sûr, si bien vous sûr. prenez la Guinée peut se défaire d'une partie de ses bauxites pour souscrire dans le cadre de développement. La Guinée, voilà, bien sûr, C'est proposer une manière, également, effectivement. Proposer tel million de tonnes de bauxite, c'est notre part de participation qui va nous permettre à nous développer sur le plan routier, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'énergie. Donc je crois qu'il y a beaucoup de facteurs. L'Afrique aussi n'est pas si pauvre. Tout ce qui est en train de se faire, c'est contre l'Afrique. C'est à l'Afrique de savoir comment il faut exploiter ses ressources de manière très intelligente, sans vraiment donner à ces démarcheurs qui ne peuvent même pas transformer nos ressources, mais qui sont juste là pour l'intermédiation, nous imposer, nous dicter les règles, que l'Afrique elle-même viennent vendre, exposer ses produits dans les forums comme BRICS. Tout à fait. C'est voilà notre entente. Ce n'est pas s'asseoir là-bas, quelqu'un va venir vous proposer. Non. Allez-y faire la promotion de vos produits dans les grands forums comme ça. Et ça va vous amener à vous défendre devant... Effectivement. Voilà, il ne faut pas hypothéquer, les ressources du pays. Donc les ressources du pays n'appartiennent pas à un occidentaux ou à une puissance. Ça appartient au peuple de Guinée, au peuple africain. Leurs ressources leur appartiennent. C'est à eux d'aller valoriser leurs produits, leurs ressources. Dans ce type de rencontre. Dans ce type de rencontre, merci. Dans ce type de rencontre. Merci à vous, honorable Kourouma. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Notre échange, notre discussion se poursuit For You Media, toujours en direct, bien sûr, de Kazan, dans le cadre de ce 16e forum, effectivement, des BRICS. On rappelle qu'il y a toujours effectivement des déclarations qui tombent au fur et à mesure, les informations qui arrivent au fur et à mesure. On va certainement avec le prochain invité analyser ces quelques points, 2 ou 3 points en ce qui concerne ces différentes déclarations. Cette fois-ci, on a M. Dioré, toujours un homme politique, cette fois-ci du Tchad, qui accepte de répondre à quelques questions, de passer quelques minutes avec nous. M. Dioré, merci, bonjour. Bonjour Sike, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez d'intervenir à ce sujet. C'est nous qui vous remercions. Alors, on prend quelques points en ce qui concerne les différentes déclarations finales. On dit que les BRICS appellent à renforcer le régime de la non-prolifération et reconnaissent son rôle dans la stabilité globale. Donc, les BRICS, effectivement, doivent constituer cette force aujourd'hui qu'espère, entre autres, je vais dire le monde de manière générale, mais les Africains en particulier. Oui, tout à fait. Pour un ressortissant d'un pays comme le Tchad qui a vécu beaucoup d'années de troubles, de guerres civiles et autres, nous reconnaissons effectivement l'importance de cette résolution. Parce que, évidemment, nous ne pouvons pas promouvoir l'utilisation des armes, nous ne pouvons pas promouvoir la guerre et nous pensons que la paix peut s'obtenir beaucoup plus facilement lorsque les peuples se rapprochent, lorsque les peuples discutent, lorsque les peuples respectent les intérêts des uns et des autres. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les BRICS peuvent constituer cette force parce qu'on rappelle que l'un des points, il s'agissait aussi de discuter de la situation, la paix dans le monde, la situation, les conflits. Et effectivement, un autre point qui a été soulevé ou arrêté, le groupe appelle à décréter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de libérer tous les otages qui sont illégalement retenus dans la région. Alors, pas forcément en ce qui concerne justement cette actualité dans la bande de Gaza, parce qu'on rappelle que ça concerne le conflit israélo-palestinien, mais est-ce que vous pensez que les BRICS aujourd'hui peuvent constituer cette puissance qui peut taper du poing sur la table pour imposer une certaine paix? Oui, à mon avis, il n'y a que des vertus dans le multipolarisme.
parce que, évidemment, la pensée unique n'est jamais profitable, ni au sein d'un pays, ni au niveau à l'échelle mondiale. Et un tel regroupement pourrait aider effectivement à contrebalancer différents intérêts et à faire en sorte donc que eh bien, on tienne compte des avis, des intérêts des uns et des autres, et donc qu'on puisse faire en sorte que la paix, la stabilité à l'échelle mondiale, que les enjeux économiques soient mieux traités, mieux considérés dans un monde où effectivement, voilà, tout à fait. Il y a plusieurs à décider. Maintenant, puisqu'on est en train de sortir, avant d'accueillir l'autre invité, je vais vous poser la question, telle que je le fais avec les autres. Quelles sont vos attentes alors que vous participez à ce sommet en tant qu'homme politique tchadien? Vous espérez quoi au final? Alors, évidemment, les attentes sont nombreuses et importantes. Il n'est point besoin de vous rappeler que notre pays, le Tchad, malheureusement, est parmi les derniers au monde, tant en termes de développement qu'en termes d'autres indicateurs qui sont importants. Nous pensons qu'un tel regroupement pourrait offrir à notre pays des opportunités de rattraper très rapidement son retard. Nous qui portons une vision d'un Tchad nouveau, nous espérons qu'à travers donc, ces regroupements et différentes possibilités qu'elles offrent, que cette vision d'un Tchad nouveau puisse plus sûrement se réaliser et que donc les populations tchadiennes, contrairement à ce qui est offert aujourd'hui, où la diplomatie, elle est plutôt dans le cadre d'un comment dire, d'un champ, au lieu que ce soit une diplomatie économique au service d'un peuple, eh bien cette diplomatie est utilisée comme du chantage pour maintenir un pouvoir. Et bien dans ce cadre, nous espérons que la voix des peuples comme le Tchad pourrait être mieux entendue et que donc une diplomatie au service des peuples puisse se mettre en place et que donc la paix, partant donc des intérêts des peuples, la paix puisse s'instaurer dans le monde. Merci à vous, M. Dioré. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci plutôt à vous. Alors, nous, on poursuit, bien sûr, les échanges se poursuivent ici dans le cadre de ce 16e forum des BRICS. Du côté de Kazan, nous continuons, bien sûr, à recevoir un certain nombre d'invités, de participants. On rappelle qu'il y a une forte délégation aussi, représentation de médias qui sont ici pour couvrir cet événement spécial, on va le dire comme ça, parce que voilà, c'est un forum comme certains le disent, de tous les enjeux. Notre prochain invité qui a accepté de nous accorder justement quelques minutes, journaliste, je crois que c'est comme ça que je veux vous présenter. Effectivement, je suis journaliste de RT en français. RT français, bien connu en tout cas, voilà, de la télévision RT, des plateaux. Voilà, justement, pour parler de l'aspect des médias, on sait que le média RT, entre autres, a été sanctionné. On sait qu'il y a cette guerre aujourd'hui géopolitique au niveau de la communication. Et vous parlez par exemple de ce sommet des BRICS, on rappelle de l'autre côté, on parle Vladimir Poutine isolé. Vladimir Poutine veut montrer au monde qu'il n'est pas isolé. Comment est-ce que vous traitez ce type d'information alors, un sommet tel que les BRICS? Oui, il s'agit effectivement de la propagande de la part des médias occidentaux, voilà, mais vous avez pu le voir dans le centre de presse, il y a beaucoup de médias occidentaux. Et si on parle de la liberté d'expression, etc., donc vous avez pu voir qu'ils travaillent librement, qu'ils disent ce qu'ils veulent, alors qu'on ne peut pas faire la même chose en France, aux États-Unis. C'est inimaginable qu'un média russe puisse assister à la conférence de presse de Joe Biden, d'Emmanuel Macron, par exemple. C'est inimaginable alors que ces pays se présentent comme le berceau de la démocratie,
le berceau de la liberté d'expression, alors que vous voyez bien que les journalistes occidentaux sont accrédités pour participer à ces événements, à pouvoir poser des questions aux hauts responsables russes, notamment au ministre russe des Affaires étrangères. Je l'ai vu beaucoup de fois en tant que journaliste, au président russe, hein, c'est le plus haut responsable. Et je tiens à vous dire, comme journaliste, c'est pas toujours facile, même pour les journalistes russes, de pouvoir poser une question au président. Mais quand même, ces médias, ils posent des questions qu'ils... Bien sûr, il s'agit des questions qu'ils ne disent pas au porte-parole de la présidence russe. Ce sont des questions qui viennent... de manière spontanée. De manière spontanée, effectivement. Et la question qui se pose, où est plus de liberté d'expression dans ce sens? Donc vous avez pu voir qu'il y a des médias, je pense, de 4 coins de la planète. Effectivement, qui travaillent dans une ambiance vraiment libre, dans un esprit libre. Ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on présente les choses comme nous le voyons. Les médias africains vous présentent les choses comme vous voyez. C'est ça la liberté d'ailleurs, c'est ça l'esprit des BRICS, de cette organisation qui est là, au sommet de laquelle nous assistons. Cet esprit de la coopération multilatérale en ce qui concerne les médias, la médecine, l'économie, etc. Les principes de base, eh bien vous n'interférez pas dans nos affaires et nous, on n'interfère pas dans les vôtres. C'est normal, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un intérêt vraiment croissant à cette organisation. Alors, peut-être une dernière question avant de vous laisser aller, parce que vous également, vous êtes surchargé par votre travail, mais vous avez pu effectivement prendre l'avis des uns et des autres, vous avez interviewé des personnalités, des participants ici. Qu'est-ce qui ressort de tous ces échanges? Eh bien, toutes ces personnes sont venues ici pour, enfin, si on parle des journalistes, eh bien, pour couvrir l'événement des BRICS, parce que ça intéresse, bien sûr, le monde médiatique, mais ça intéresse aussi les populations du monde entier qui sont intéressées par cette organisation, qui se développe. Vous pouvez voir, il y a plus de membres. Lors de ce sommet, il y aura l'un des résultats, ce sera certainement la création d'une nouvelle catégorie partenaire des BRICS, car il y a de plus en plus de pays qui s'intéressent au travail. Donc toutes ces personnes, ce qui les réunit, c'est cet intérêt vers les BRICS. Ils peuvent être d'accord ou pas d'accord avec la politique de tel ou tel pays, mais même les médias occidentaux constatent que leur population s'intéresse à cela. De plus en plus, Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils disent que la Russie est isolée, etc. Mais en effet, on voit bien le contraire. On voit bien le contraire lorsque vous voyez Vladimir Poutine entourer des dirigeants de la Russie, Chine, l'Afrique du Sud, Brésil, etc., l'Inde. L'Iran, etc. Donc ce sont les dirigeants qui représentent le président turc également est arrivé. Il va arriver, il vient d'arriver. Oui, il vient d'arriver, oui. Donc par les dirigeants qui représentent près de la moitié de la population, eh bien, bien sûr, la question qui se pose, qui est isolé alors dans ce monde? Voilà. Qui est isolé dans ce monde? Peut-être que c'est avec cette question qu'on va accueillir le prochain invité. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Un grand plaisir. Merci infiniment. Alors voilà, on poursuit notre échange, bien sûr, dans le cadre de ce forum. Nous allons accueillir d'autres invités toujours pour discuter et parler, discuter autour de ce forum, les enjeux, entre autres. On le rappelait, on le disait tantôt tout à l'heure, on a vu l'avion du président turc, monsieur Erdogan, qui est bien sûr arrivé il y a quelques minutes seulement. Il a atterri. On rappelle que son pays fait partie de ces États-là qui veulent intégrer le groupe des BRICS aux sorties de ce forum ou alors de ce sommet. On en saura certainement un peu plus. Est-ce que la Turquie va finalement intégrer le groupe des BRICS? Voilà, on en saura. Mais au fur et à mesure, les informations tombent. On a suivi tout à l'heure les différentes interventions de nos chers participants ici, hommes politiques venus de toutes parts, comme vous avez pu le remarquer, les Africains également.
s'intéressent à cet événement aussi grandiose. Les chefs d'État ont fait le déplacement. Ils ont répondu positivement à cette invitation de leur homologue russe, le président Vladimir Poutine. Alors, on va poursuivre avec vous, Patient Parfendom, toujours dans cet échange sans tabou, sans langue de bois, dans le cadre de ce forum du côté de Kazan. Alors, Patient Parfendom, on rappelle que vous êtes aussi en politique, hein, camerounaise, cette fois-ci une réussite. Tout à l'heure, on recevait notre journaliste de la télévision RT qui a été d'ailleurs suspendu du côté de l'Occident, bien sûr le média qui a été suspendu, et à la fin il s'est interrogé finalement qui est isolé. Lorsqu'on voit ces participants, lorsqu'on voit ce déplacement massif des chefs d'État, qui est finalement isolé lorsqu'on regarde. Patient Parfendom. Non, c'est une évidence que le centre du monde s'est déplacé. Oui. L'Occident a perdu complètement cette prééminence que lui consacrait l'ancien monde. Le nouveau monde se construit ailleurs, hors de l'Occident, et ici, dans la ville de Kazan, est en train de naître une nouvelle réalité politique, géopolitique et diplomatique, oui, et qui fait de la Russie l'un des centres les plus importants de cette nouvelle construction. Donc la Russie n'est pas du tout isolée, au contraire, elle agit presque comme un aimant en attirant vers elle, même des plus insoupçonnés. C'est ce que nous avons constaté dans cette belle ville de Kazan. Quand vous avez, à titre d'illustration, un pays comme la Turquie, qui est pourtant membre ouais, de l'OTAN, oui, présent à ce sommet, cela indique de manière un peu précise, n'est-ce pas, les déplacements de plaques tectoniques qui sont en train de s'opérer et qui font de la diplomatie russe une diplomatie d'une efficacité redoutable. Ceux qui avaient annoncé le déclin de ce pays, pour ce que nous avons vu, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, des infrastructures, mais aussi de la puissance de sa diplomatie, je pense qu'ils sont en train de bouffer leur chapeau actuellement. De toutes les façons, on sait que les projecteurs sont tournés vers la Russie actuellement. On l'a dit, il y a aussi d'autres événements mondiaux, mais on a l'impression, puisqu'on parlait d'ailleurs d'enjeux dans les éditions précédentes, un sommet qui a, en tout cas, qui regorge divers enjeux assez importants et intéressants, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu des huis clos, il y a des décisions qui sont bien sûr prises et qui vont être consignées dans le cadre de la déclaration finale. Vladimir Poutine, c'est important également de le rappeler, monsieur Nom, Vladimir Poutine qui fait aujourd'hui l'objet de ce mandat de la Cour pénale, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'on se demande le message que ceux-là qui sont ici aujourd'hui du côté de la Russie, quel est le message qu'ils sont en train d'envoyer? Non seulement il y a ce mandat de la Cour pénale internationale, il y a entre autres les différents conflits, les prises de position de la Russie, l'opération spéciale russe du côté de l'Ukraine. On connaît la position de la Russie en ce qui concerne par exemple le conflit israélo-palestinien. Des délégations, des chefs d'État arrivent et même africains. Quel est le message qu'ils sont en train de renvoyer? Mais c'est un camouflet à l'ordre international existant, je l'ai dit, impérialiste et occidental. C'est un véritable camouflet. En fait, le nouveau monde qui se construit est en train de leur dire les outils qui étaient en réalité vos outils de répression et d'intimidation n'ont plus du tout de place aujourd'hui dans ce nouveau monde. Et la preuve, celui que vous avez tenté de transformer en paria de la vraie communauté internationale et non la fausse autoproclamée qui est la vôtre, est comme une star aujourd'hui de cette nouvelle réalité internationale. Et à cet effet, je peux vous dire que la cote de popularité du président Poutine, pour le peu qu'on a pu enquêter ici en interne, explose carrément. Et ce sont les Occidentaux qui se retrouvent dans les difficultés aujourd'hui parce que ni les sanctions économiques, ni les sanctions politiques, ni moins encore les fameuses décisions de la CPI transformées en mandat d'arrêt n'ont aucun effet
au contraire, produisent un effet contraire. L'effet contraire, oui. L'effet contraire, et c'est ça qui est extrêmement important. Mais il y a aussi les positions justes de la Russie sur les principaux dossiers internationaux, sur la volonté, n'est-ce pas, des pays africains de s'affranchir de la tutelle coloniale qui continue d'exister sur le plan international, de cette volonté de la Russie en termes de coopération, d'aider les pays africains à se doter d'une certaine indépendance énergétique qui est un point quand même très important, sans oublier ces nouveaux modes de financement à travers la banque des BRICS qui vont faire poser de moins en moins les injonctions de FMI, de la Banque mondiale et d'autres clubs de Paris et de Rome sur les orientations économiques des pays africains. Donc c'est un nouveau monde qui se crée ici. Le seul sentiment de frustration que moi j'ai personnellement, c'est de voir qu'un certain nombre de pays africains ne saisissent pas d'abord le bon de cette opportunité, mais surtout que certains Africains continuent de voir l'Afrique sur le prisme de ce qui fut décidé à Berlin. C'est complètement en inadéquation avec la réalité géopolitique mondiale aujourd'hui. Il faut déconstruire ce qui s'est passé à Berlin et tout faire. Je crois que ça doit être le combat clé des panafricains, de se doter des entités robustes, viables, et du point de vue pragmatique au vu de ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans l'état de Tatarstan, dont la capitale est Kazan, mais qui fait partie quand même de la grande fédération de Russie. De Russie, oui. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique centrale d'avoir une fédération des États d'Afrique centrale? On pèsera plus sur le plan économique, sur le plan du marché interne, sur le plan diplomatique, sur le plan même sécuritaire, sur le plan de la capacité de mieux exploiter nos richesses et mieux avoir des politiques de transformation locale. Je crois que si nous continuons de rester dans ces espèces de petits bantoustans, ce que j'ai vu ici au niveau de Kazan, excusez-moi de vous le dire, j'ai mal au cœur, vraiment j'ai un cœur un peu en lambeaux, parce que nos dirigeants, ils peuvent continuer à faire de petits shows qui leur a donné l'impression qu'ils sont des dirigeants de véritables États, mais ces États-là, qui ne sont que des constructions coloniales, doivent arriver sur le plan historique à leur fin et que les jeunesses africaines construisent une nouvelle réalité historique se fondant sur des éléments de compétitivité, mais surtout de cohérence à la fois culturelle et civilisationnelle. Merci à vous, Passion Parfendom, également d'avoir participé à cet échange exceptionnel du côté de Kazan dans le cadre de ce 16e sommet des BRICS. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. For You Media Africa est sur place, Ndix Sharon et bien sûr Aliou Diallo dans le cadre de ce forum en direct de Kazan.